salariés. Donc ça, c'est la première réponse. Sur ce point-là, c'est pas une attente de ça quand on sait prendre des positions, c'est pas ça. Mais par exemple, ce que propose Michel, qu'il y ait un ou deux groupes de travail par rapport à l'une ou l'autre thématique qui nous paraissent importantes, ça me paraît intéressant. Ça, on l'avait proposé, et c'est bien que tu le reproposes maintenant, avec l'idée aussi, c'est qu'il faudrait que des gens à ce moment-là se proposent pour travailler avec toi. Et à mon avis, il faut qu'il y ait aussi des gens extérieurs au cercle, qui puissent y participer, c'est-à-dire qu'il soit fait appel à des compétences diverses qui, à mon avis, sont prêtes à le faire. Donc, que ce soit des économistes, des politistes, ou des sociologues. Donc ça, c'est oui. Non. Ça c'est une chose. Par ailleurs, je reviendrai peut-être. Alors, je reviendrai peut-être sur l'analyse du mouvement des Gilets jaunes. Non, je peux revenir après. Non, c'est sur le thème justement de prolonger le fait que les Gilets jaunes sont aussi des laissés pour compte, relater ce que Michel Guérin nous a dit par rapport à la culture. C'est juste un petit paragraphe. Et il considérait que le mouvement était intéressant à observer sur la question de la culture. C'est un sujet de la part des Gilets jaunes qui n'a pas fait partie des revendications. Et selon lui, il ne faut pas s'en étonner. Le mouvement est essentiellement composé de gens des classes moyennes et inférieures. Pour la grande majorité, ce ne sont pas des riches, mais ce ne sont pas non plus des très pauvres. C'est là pour la plupart des blancs, entre guillemets, périurbains, qui n'ont aucun équipement culturel à proximité. Ces personnes sont totalement hors des radars de la culture institutionnelle dite, entre guillemets, légitime et noble. Ils sont toutefois des millions à être méprisés par celle-ci. La raison en est que ces personnes aiment les spectacles d'humour, les spectacles populaires, la France de Johnny, entre guillemets. Ce n'est ni méprisant, ni condescendant de dire cela. Ce sont des gens qui ont une culture liée à la télévision avec de grands chanteurs, des best-sellers, tout ce que méprise la culture institutionnelle. Ces gens sont donc absents et même invisibles pour les radars culturels et ceux de l'État. On peut estimer que ça n'est pas un problème. Après tout, pourquoi tout le monde irait au théâtre, au cinéma? On peut estimer toutefois, il est possible de penser qu'en présence d'une telle dislocation sociale, il faudrait faire quelque chose. Sinon, comment tout cela va finir? Cette France des Gilets jaunes a donc aussi été un révélateur culturel, quoi qu'on en pense par ailleurs. Claude, alors, et moi je ferai une petite intervention après. Alors. Claude Studévic. Deux, trois petits points. J'aimerais qu'on réexamine la situation qui a été créée par le quinquennat, le passage du septennat au quinquennat et les inversions d'élections. Je pense que ça a eu une importance considérable sur la décrédibilisation des parlementaires et du Parlement. Et peut-être du président. Et peut-être du par voie de président, conséquence. Par voie de conséquence, parce que ça a installé une présidentialisation très importante du régime. Certes, sous De Gaulle, c'était pas simple non plus, mais enfin, c'était une autre période. Deuxième point, qui est un petit peu en liaison avec celui-là, comment est-ce que le gouvernement sous De Gaulle et avec Pompidou, comment est-ce qu'ils se sont tirés d'affaire de mai 68, avec 20% d'augmentation de salaire, à peu près? Ça pose question. Enfin, dernier point en ce qui me concerne à ce stade, je crois qu'il y a un énorme problème de pouvoir d'achat. Énorme. Il y a deux postes très importants dans les budgets en France, encore plus exacerbés dans les régions dites périrurales, ça ferait moins mal. Mais enfin, il y a deux postes budgétaires, l'un qui est le logement, avec également en corollaire
les insuffisances de disponibilité de logement qui créent notamment, entre autres, chez les mères célibataires, les divorces. Il y a une demande considérable de logement qui n'est pas satisfaite. Les gens sont obligés de s'éloigner des villes et d'aller à la campagne. Et ils sont frappés par le deuxième poste, qui est le poste de l'automobile. Et quand l'automobile coûte quand c'est sur des budgets, sur des gens qui ont 1200 € par mois au mieux, et quand les femmes n'ont pas des emplois partiels de 20 à 23 heures par semaine, comme caissières de supermarché, quand vous avez un budget, un coût automobile de 200 € pour aller travailler à 30 ou 40 km, 200 € par mois, et qu'on tape dessus, ça fait très très mal, et ça a été une des grandes parties du déclenchement des affaires sur les ronds-points. Les gens se trouvent avec des budgets considérables, et en plus de ça, on leur assène des changements de normes, et on leur dit que le contrôle technique à partir de maintenant, c'est pas 40 €, mais ça va être 100 €. Tout ça, ça s'est fait par décret venu de la technostructure. C'est même pas politique. Donc après, il n'y a qu'à mettre une allumette et ça part tout seul. Donc, pouvoir d'achat, c'est le gros problème. Et c'est comme ça que 68 a été résolu relativement rapidement, parce que il y a eu jusqu'à 20-25% d'augmentation de salaire. Est-ce qu'on peut le faire à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut faire ça en France? Qu'est-ce qu'on vous répond? Non, on ne peut pas toucher, on ne peut pas faire de réforme fiscale, parce que si on touche là, ça va faire quelque chose. Et puis, bon, on a besoin un petit peu d'argent, donc on fait 5 € sur les APL. C'est une connerie noire. Non, mais juste un petit point sur 68, il y a eu 20% d'augmentation de salaire. En 69, la France dévalue de 10% par rapport au dollar. Oui, mais bien sûr. Non, laisse-moi finir. Bien sûr. On le sait On dévalue, sauf que maintenant, on ne peut plus dévaluer. Mais oui, mais tout le monde sait ça. Mais, bon, alors, mais le problème, ça n'empêche qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Il est considérable. Et bon, moi, je n'ai pas de solution. Je vous le dis. Alors, c'est pour ça que moi je crois qu'il y a quand même une crise de société. C'est-à-dire que ce que révèle le mouvement des Gilets jaunes, même si c'est un mouvement qui n'est pas très important en nombre, c'est la crise d'un modèle de développement économique, urbain, périurbain, et par voie de conséquences sociales, qui est quand même particulièrement propre à la France, mais pas propre uniquement à la France. Aux États-Unis, c'est encore pire. C'est-à-dire, alors que dans les années 60, il avait été envisagé par un certain nombre d'urbanismes de faire des villes entières, au-delà de 40-50 km des métropoles existantes. C'est devenu les villes nouvelles autour de Paris. Mais à l'époque, c'était conçu que pour être des villes ayant une certaine autonomie, c'est-à-dire alliant l'emploi, le transport et le logement. Bien évidemment, ça a été en partie réalisé, mais en grande partie, ça n'a pas été réalisé. C'est-à-dire qu'on a continué à faire et même développer ce qu'on voulait absolument empêcher, c'est-à-dire un développement en toile d'araignée et en tache d'huile autour des grandes agglomérations. Et ça crée le phénomène de périurbanisation, voire d'urbanisation à la campagne, avec peu d'équipements, la nécessité de peu d'équipements collectifs, la nécessité de se transporter avec des voitures, puisqu'il y a peu de transports collectifs, et avec la crise de l'emploi dans les années 90-2000, un éloignement encore plus grand des zones d'emploi. Parce que le coût du logement
est inversement proportionnelle à Oui, la mais- distance du centre de... Oui, mais en plus... Les gens vont plus loin pour avoir à payer, pour supporter plus facilement le coût du logement, puisque le Oui, paramètre mais ça, revenu c'est est bloqué. Oui. Ça, c'est l'observation, c'est pas la cause. La cause, c'est qu'il n'y a pas eu de politique urbaine et de politique foncière en France depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on vit sur la spéculation foncière. Point. Et c'est la spéculation foncière brute. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune organisation du foncier collectif, et on voit tous les problèmes qu'il y a aussitôt qu'on veut faire du foncier collectif. Puisque vous parliez de Strasbourg, il y a un seul exemple en France, un seul, de ville où il y a eu une politique urbaine et une politique du foncier combinée. C'est la ville de Rennes. C'est la seule ville en France où il n'y a pas de problème de logement, où le logement est relativement bon marché et où les gens ne sont pas loin de leur zone d'emploi. Où il y a les transports aussi. Et il y a des transports. Les transports sont très, très bien organisés. Voilà. Très bonne université. Oui, par ailleurs. Bon, si ça a été fait à Rennes, non, mais à Strasbourg, beaucoup moins. La maîtrise foncière, à Strasbourg, il y a des problèmes de spéculation foncière. Les transports, oui, je suis d'accord, mais la spéculation foncière à Strasbourg, elle existe notamment grâce à l'Allemagne. Ouais. Mais à Rennes, ils ont réussi. Donc s'ils ont réussi à Rennes, avec les mêmes lois de la République française, c'est réalisable ailleurs. Bon, si on a en France les plus grandes entreprises de BTP du monde, c'est peut-être pas pour rien. C'est-à-dire que les entreprises de BTP françaises, elles se sont développées sur la spéculation, grâce à la spéculation foncière. Donc tout ça, c'est des politiques. Mon point de vue, c'est que ce sont des politiques. Enfin, je les ai suivis pendant 40 ans, donc je crois pouvoir en parler un tout petit peu. Ce sont des politiques qui ont été voulues, ou en tout cas, on n'a pas voulu faire d'autres politiques. Donc les Gilets jaunes, ils sont en partie le résultat de ça. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que ce sont des gens qui sont laissés pour compte, invisibles. Je pense que c'est pas vrai. C'est simplement que les gens, et tu le disais à l'instant, j'aime pas le mot les gens, mais enfin les personnes qui ne pouvaient pas bien se loger à Paris, qui voulaient vivre mieux, en plus on les a incités à avoir un jardin, à avoir une maison plus grande, c'est-à-dire avoir 50 mètres carrés à Paris ou avoir 150 mètres carrés à 50 km de Paris, on choisit. On va à 50 km de Paris. Tous ces choix-là qui ont été faits par une population non négligeable dans la région parisienne, mais dans toutes les métropoles françaises, c'est à mon avis un choix qu'ils ont fait justement de leur point de vue. C'est-à-dire que de leur point de vue, ils avaient raison de le faire. Maintenant, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ça ne peut pas correspondre à un mode de développement normal d'une grande société moderne. Et c'est eux qui en payent les premiers les pots cassés, puisqu'ils sont plus loin des emplois, ils doivent se transporter, ça va coûter plus cher. En plus, ils vont avoir à rénover leur maison, à faire des améliorations énergétiques de leur logement. Tout ça leur tombe dessus, alors que si ça avait été fait en collectif ou, disons, en organisation, ça coûterait beaucoup moins cher et ce ne serait pas sur des individus que ça tomberait. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est plus une crise de société et que face à cela, alors là je suis plus terrible que vous tous qui avez parlé, les 10 milliards qui ont été donnés par Macron le 10 décembre, c'est peanuts. C'est une cautère sur une jambe de bois, c'est-à-dire que ça va permettre à des gens de vivre mieux pendant quelques temps. Et s'il faut renouveler, il faudra le multiplier par 2, par 3, et ça ne servira à rien. C'est-à-dire que c'est effectivement ce que tu dis quelquefois, Michel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment taper beaucoup plus fort dans des politiques urbaines de maîtrise foncière, d'amélioration énergétique, de transport, et le faire de manière beaucoup plus collective et beaucoup plus maîtrisée. C'est-à-dire avoir une politique, qu'elle soit régionale. Ça peut être régionalisé. L'exemple de Rennes montre que c'est possible. Mais ça doit être en tout cas impulsé à un niveau national. Voilà. Je voulais simplement dire ça sur l'analyse que moi je fais de... C'est une petite question. Vas-y. Je demande à tout le monde, parce que je suis arrivée un peu en retard, peut-être en avez-vous parlé avant que je vienne,
mais de toutes ces crises qui sont effectivement une crise de société actuelle, on n'en a pas nommé une qui est la crise politique. Je suis quand même arrivée maintenant à un âge et dans une époque où tout à coup, la politique française n'existe plus. Il n'y a plus de parti politique. Alors on peut discuter dans des petits cénacles d'une vingtaine de personnes et faire des projets, des plans qui seront très intelligents et qui résoudront toutes les questions que nous nous posons, mais qui va relayer, qui va prendre en charge les idées qui vont être concoctées dans des petits groupes comme ça. Et je me pose la question vraiment de la disparition des partis. Elle a été accentuée avec une rapidité formidable lors des élections qui nous ont valu le gouvernement que nous avons. Mais déjà, les partis se délitaient depuis assez longtemps. Je crois qu'il faudrait réfléchir sur les raisons de cet affaiblissement, de cette disparition qui a vraiment explosé en 2016. Oui, enfin, c'est apparu en 2017, oui. Et c'était en gestation depuis. Mais alors bon, on peut parler de la relation du vote Le Pen avec le chômage ou la pauvreté, on peut discuter de tout ça, mais s'il n'existe plus en France les instruments qui permettent aux citoyens de s'exprimer, comme l'auraient voulu les Gilets jaunes, ce n'est pas en créant une démocratie participative ou une démocratie directe qu'on va arriver, ni même en créant des référendums qui sont la pire des solutions. Il suffit après que l'institution judiciaire déclare, c'est ce qui se passe en Californie, si vous permettez, où l'institution judiciaire locale décide que tel référendum et telle décision populaire n'a pas de valeur législative, qu'elle n'a donc pas de valeur légale, et on passe outre. Enfin, c'est à discuter, je ne suis pas maîtresse de la question, mais en tout cas, je suis vraiment le plus grand souci que je me fais depuis quelque temps, c'est la disparition des partis. On dit la gauche, qu'est-ce que ça veut dire? On dit même la droite, ça ne veut plus rien dire. Tout ça se coagule et on n'en a pas fini, je crains, avec cette situation. Oui, donc, et puis après, Gérard. Moi, je voudrais examiner plutôt un autre problème, celui de la santé. La santé, je crois qu'on n'en a pas trop parlé. Or, la santé, c'est quand même l'occasion vraiment de réduire les inégalités. Il y a de véritables scandales actuellement pour ces fameuses cliniques qui ferment. Là, les gens sont très mécontents dans les villes ou les petites villes, parce que du jour au lendemain, on ferme une clinique, et puis bon, la femme qui doit accoucher est obligée de faire 80 km de clinique. C'est les hôpitaux, les maternités. Bon, ça c'est un gros problème. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais j'estime que là, il y a un réel problème. Et donc là, ce gouvernement, il prend les problèmes un petit peu d'une manière désinvolte. Il n'y a pas de terme encore que, on est un ministre de la Santé. Je termine. On a quand même une ministre de la Santé qui est une vraie, qui connaît parfaitement le sujet. Reste à savoir si son plan santé va aboutir. Mais là, il y a un gros problème. Alors moi, je pense que... Veut répondre une spécialiste, aussi, avec laquelle je serais vraisemblablement d'accord. Oui, sur les matières, le ministre de la Santé, oui, de toute façon, je crois qu'elle va partir. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Elle va rester. D'ailleurs, elle connaît très bien les dossiers. Elle est la première à dire que les maternités, comme les hôpitaux petits hôpitaux de chirurgie, maintenant, il y a des normes techniques, une exigence de normes techniques telles qu'on ne peut pas mettre des maternités. Il y a un problème de sécurité
On ne peut pas accoucher dans de bonnes conditions, sans une certaine infrastructure et sans une technicité de très haut niveau. Et que cette technicité, elle coûte très cher, on ne peut pas en mettre à tous les coins de rue. Et il faut mieux qu'une femme fasse quelques kilomètres de plus et accouche dans de bonnes conditions, plutôt que ces maternités. Il y a un problème de technicité, il y a un problème aussi de personnel. Parce qu'il y avait des obstétriciens qui faisaient moins d'un accouchement par semaine. Mais vous vous rendez compte, l'expérience que c'est, moins d'un accouchement par semaine. Enfin, c'est vraiment... est-ce que vous, collectivement, est-ce que vous iriez accoucher ou est-ce que votre femme irait accoucher dans des conditions telles? Donc je crois vraiment que c'est pas ce gouvernement-là, c'est quelque chose qui a commencé depuis très longtemps et qu'on va de plus en plus vers une concentration des compétences parce qu'en plus la médecine c'est comme tout, ça devient de plus en plus complexe, il y a des spécialisations de plus en plus importantes et des sous-spécialisations, et on va vraiment maintenant de plus en plus dans des pôles de compétences qui seront effectivement plus éloignés. Et je crois que ça c'est inéluctable et ce n'est pas un problème politique, enfin de ce gouvernement particulièrement. C'est en ce sens que... Je voudrais sur ce même point, si tu permets. Il y a quand même une chose qui n'a pas été citée dans tout ce qu'on a dit. Moi, je suis bien placé pour connaître le phénomène, puisque je vais souvent en Bretagne. Dans toutes les bourgades qui sont autour, on demande des médecins et il n'y en a pas. Mais il y a une décision qui me semble avoir été prise et qui est fondamentale, c'est de supprimer le numerus clausus. Et ça, je crois que c'est en train d'être acté. Dans 10 ans. Mais non, mais c'est énorme, parce que si on supprime le numerus clausus, il y aura d'un seul coup beaucoup plus de médecins. Oui, si je peux répondre, il n'y a pas un problème de démographie médicale globale en France. On est à peu près mais ils sont mal répartis. Mais ça, c'est pas un problème politique. Alors ça, je l'ai vécu. Il y en a beaucoup. Le problème, c'est que la médecine, elle est libre. Moi, j'ai un neveu, par exemple, qui a dû renoncer à être médecin parce qu'il n'a pas réussi l'examen. Mais c'était pas parce qu'il était incompétent, c'était qu'à cause du numerus clausus, il a été éliminé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Maintenant, il n'a pas trouvé de... Oui, mais laisse, parce qu'elle connaît bien... C'est pas parce qu'on enlève le numerus clausus qu'il n'y aura pas une sélection, il faut quand même un certain niveau... on ne va pas permettre à tout le monde de être médecin. Et puis le problème de la répartition médicale et des zones où il y a moins de médecins, c'est un problème, c'est parce qu'on a des médecins libéraux, quand on discute avec eux, ils disent si vous commencez à donner des contraintes sur la zone d'implantation, nous on s'en va. Et ça je l'ai vécu vraiment, moi j'ai discuté, on s'en va et on va faire un bazar pas possible. Donc il n'est pas question que vous mettiez la moindre contrainte sur... On l'a fait pour les infirmières. Les infirmières, elles sont obligées de s'installer. Enfin, il y a un conventionnement sélectif en fonction des zones. Elles ne peuvent pas s'installer s'il y a une démographie trop importante. Et c'est des infirmières libérales. Les médecins, ils le refusent. Les médecins libéraux, ils ont toujours refusé. Et les seules fois où on a essayé de faire le début du commencement de quelque chose, ils ont fait... avec des placards dans les cabinets dans leur cabinet, une résistance telle que tous les gouvernements ont cédé, tous, que ce soit la droite, la gauche, Macron, etc. Donc, des aides à l'installation. Oui, alors il y a plein de mesures incitatives, il y a depuis très longtemps il y a des mesures incitatives, effectivement, il y a mais qui marchent plus ou moins bien parce que les médecins, ils veulent s'installer dans le sud, ils veulent s'installer dans les zones, je sais, mais ils ne veulent pas s'installer dans la Creuse, ils ne veulent pas s'installer en Normandie. Bon. Il y a trop de femmes médecins aussi. Alors, il y a des solutions, il y a les maisons médicales, on a essayé de promouvoir les maisons médicales, les centres médicaux, qui un petit peu pallient un petit peu toutes ces... Je crois qu'on va arrêter là-dessus. 30 secondes sur les histoires parce qu'il y a d'autres... des fermetures de services d'accouchement. Juste un petit point, un gros point, au sud du Chili, au sud d'Ushuaia, vraiment au bord du canal Beagle, il y a une petite ville chilienne
Que font-ils là-bas? Les femmes qui sont enceintes, même très enceintes, à partir de 7 mois par exemple, elles quittent cette île de Puerto Williams et sont hébergées pendant 2 mois avant la période d'accouchement à Punta Arenas dans un lieu où les accouchements... Je crois qu'on en viendra peut-être là. Il vaut mieux payer l'hôtel pour une parturiente ou une future parturiante pendant 2 mois que de faire tourner des services avec 3 gynécos, 2 anesthésistes, une sécurité limitée. C'est reconsidérer le problème complètement. Il faut de l'imagination dans certains cas. Les Chiliens en ont. Pourquoi pas? Par contre, c'est que tu compares la Creuse à Non. Oui. Gérard. Oui, Gérard Attavian. Je voulais juste revenir sur un point qui me trouble beaucoup, pour rebondir à ce qu'a fait Mesdames juste avant, je vous prends la parole. En fait, c'est sur le RIC, qui est un des points de sortie imaginés du grand débat. Comment? Qui est un des points de sortie imaginés du grand débat. Bon, au-delà du fait que s'il y avait des dérives sur des problèmes sociétaux, on peut penser beaucoup de choses de ça, mais je ne voulais pas aller sur ce terrain-là, juste sur le terrain économique. Et j'ai du mal à voir comment on peut, par exemple, parce que je pense que c'est ce à quoi pensent un certain nombre de personnes, on peut imaginer des référendums d'initiative citoyenne sur des points qui ont des conséquences économiques fortes, et donc, par exemple, engager des dépenses alors qu'il n'y a pas les recettes fiscales qui vont avec. Quand on est au niveau du gouvernement, il y a une loi fiscale qui équilibre l'ensemble, on n'a pas ce qu'on en pense, mais au moins il y a un ensemble qui est équilibré. Comment ça se passe lorsque, par exemple, un référendum d'initiative citoyenne va proposer quelque chose, alors une loi, par exemple rétablir l'ISF, et en face, qu'est-ce qu'on met? Voilà, c'est une interrogation. Alors, comme il y a des exemples aux États-Unis, mais je peux comprendre que le pouvoir judiciaire pouvait casser, donc du coup, ça répond en partie à ma question. Peut-être en Suisse, je ne sais pas comment les choses se font. Après, c'est sur quel sujet, voilà. Voilà. Ça marche en Suisse. Oui, mais les sujets sont délimités, c'est pas sur n'importe quoi. C'est pas sur n'importe quoi, c'est des questions très précises. Je comprends bien, mais je pense que beaucoup de personnes ont l'impression que le référendum d'initiative citoyenne portera sur bien d'autres sujets que le sujet restreint qui existe d'ailleurs actuellement. Mais c'est pas la culture française. On n'aime pas trop les référendums parce que c'est assimilé au plébiscite. Alors, dans toute l'histoire française du 19e siècle, on a eu des référendums, mais qui étaient des plébiscites. Alors ça laissait un très mauvais souvenir. Alors que normalement, le référendum, ça doit fonctionner. Mais il faut changer de culture. C'est pas facile. Bon, sur ce point, on pourrait y revenir. Je proposerais volontiers que, sur cette question qui est quand même un peu délicate, on fasse intervenir un jour un historien et un politiste. C'est une histoire à la fois d'histoire et de politique, enfin de constitution, puisque c'est aussi... parce que la constitution américaine et la constitution suisse sont assez différentes de notre constitution, donc ça joue un très grand rôle aussi quand on veut faire des votes. Donc on pourrait peut-être faire ça, parce qu'on ne va pas discuter très au fond de cette question, on n'en sortira pas. Donc je propose plutôt qu'on fasse comme ça. Élise, oui, j'avais une question. Il faut que je la retrouve. Désolé. Mais elle va venir. 2 secondes de patience, elle va revenir. Et oui, il s'agissait de la culture française, si on veut, qui est une culture sur certains points contradictoires. Je pensais à propos de la question de la maternité qui ferme. Qui est-ce qui a décidé que cette maternité allait fermer? C'est pas la ministre. C'est pas la ministre de l'Agence régionale de santé. C'est la région. C'est la région. Donc, nous nous trouvons avec cette avancée constante vers la décentralisation qui nous paraissait dans les années 60 le comble du progrès politique, du progrès institutionnel et de la société française. Il y avait les mouvements régionaux, il y avait les mouvements linguistiques, etc. Et on a opéré une décentralisation, mais alors on l'a poussée jusqu'au bout, parce que
au centre du gouvernement, on a voulu que l'État diminue dans le poids sur la société de la nation. Donc on a multiplié les régions, ou bien on les a grossis démesurément, et le résultat était le contraire de ce qui avait été fait. En revanche, l'autre mouvement français qui va dans le sens contraire, c'est le mouvement qui vise à dénationaliser certains services qui étaient des services de l'État et qui vont se décentraliser et se défaire complètement. Parce que dans ces régions où il n'y a plus de maternité, il n'y a pas non plus de poste. La poste, à Paris non plus, dans la plus grosse métropole, vous n'allez plus à la poste. Si vous y allez, c'est pour échanger les billets, pour faire un travail bancaire. Les postes sont devenus un travail bancaire. Et la distribution du courrier, je crois récemment qu'il est question de la donner aux employés des chemins de fer, me semble-t-il. Il y a dans certaines régions, oui. Oui, alors voilà. Ou la vente des billets de chemin de fer à des épiciers. Et je ne parle pas des crises qui ont... C'est ce qui se fait en Angleterre. Hein. Des crises qui ont éclaté lorsque on a décidé de changer le statut des cheminots, etc. Je crois qu'il y a une contradiction de fond dans cette société et qui est accentuée par ce nouveau gouvernement qui a dit qu'il veut en même temps et en même temps de la droite et en même temps de la gauche, alors qu'il ait pris des positions de droite à certains moments et des positions de gauche à d'autres. Ça va avec la contradiction dans l'histoire récente de la société française, me semble-t-il. La société elle-même a évolué, c'est ça le problème. Les gens n'habitent plus là où il y avait des postes et là où il y avait des gares. Mais alors, justement, c'était sur ça que je voulais intervenir, Michel. 2 minutes. On est une société qui évolue. On a aussi toute la numérisation, et c'est vrai que la Poste, c'est un des plus grands plans sociaux qui est... Vous ne trouverez pas sur Internet l'évolution du nombre d'employés de la Poste. Bon, on le sait à la SNCF, 400 000 en 70, 160 000 ou 130 000 actuellement. 270 000 postes qui ont été supprimés. C'est pareil pour la Poste. C'est un peu normal aussi parce que les gens, on envoie des mails, on n'envoie plus des lettres ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est pas quoi. C'est pour ça que moi, je pense qu'avant de faire des réformes, il faudrait qu'on se fixe quelques grandes boussoles, enfin quelques grands axes pour dire, pour moi, l'axe numéro 1, c'est l'égalité républicaine. Parce que rapidement, si on est décentralisant, il y aura de l'argent dans les Yvelines, dans la Creuse, il y en aura beaucoup moins. L'égalité républicaine n'est pas économique. Non, mais oui, mais ça aide. Les sous, ça aide. Sur l'égalité. Voilà. Les sous, ça aide à faire l'égalité. Deuxièmement, on a parlé des référendums. Je pense que ça sera bien qu'on ait une réflexion plus approfondie. Mais je suis désolé. En France, on a quand même fait une expérience grandeur nature avec Notre-Dame-des-Landes. Il y a des gens qui ont voté, et après on a dit, non, c'est pas comme ça. Bon, alors, c'est un contre-exemple. Voilà, non, mais... C'est un contre-exemple. Oui, non, mais je suis désolé, voilà. Donc c'est vrai que, moi, à titre personnel, je pense qu'un certain nombre de décisions locales, des choses comme ça, d'aménagement, mais il y a déjà quand même des enquêtes d'utilité publique, il y a quand même déjà un certain nombre de choses. Il y a la Commission nationale du débat public. Alors, sauf que la Commission nationale du débat public, on lui expliquait que le grand débat, il ne fallait surtout pas qu'elle s'en occupe. Enfin, pour ça, c'est autre chose. Ça fait partie des choses. Vous parliez des hôpitaux tout à l'heure aussi. Une petite chose, dans le sud, dans l'Essonne, là, il y a à Longjumeau, etc., il y avait 3 vieux hôpitaux. On a dit, on ne peut pas les rénover, on va les fermer et on va faire un autre hôpital. Bon, moi, bêtement, je pensais qu'il aurait été au milieu des autres et que les gens qui avaient 2 km à faire en auraient 8. Non, on l'a mis sur le plateau de Saclay, à 40 km des gens, parce que le plateau de Saclay, il va y avoir tous les riches avec Polytechnique et tous les centres de recherche. Donc c'est là où on met l'hôpital moderne. Donc c'est aussi comme quoi les décisions, il y a des décisions politiques qui sont faites et qui sont aussi pas forcément vers l'égalité républicaine. Bon, dernier point.
sur les collectivités locales, je suis désolé, la décentralisation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont dit, ah ben maintenant je suis président de région, je me fais faire un grand hôtel de région qui va être pharaonique, et puis maintenant j'ai ma bureaucratie, j'ai ceci, j'ai cela. Ce qui fait qu'on en arrive quand même à l'aberration suivante. Safran, donc l'équipementier aéronautique qui fait des moteurs d'avion, veut faire 2 usines en France. Ouvrir 2 usines en France avec 1500 ou 2000 emplois. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Alors, il y a le patron qui est allé voir, qui a appelé le maire et qui lui a dit, écoutez, si vous arrêtez vos conneries, je vais, parce que, il y a la commune de machin ou Vaudreuil qui dit, ah ben non, mais attends, moi j'ai tel prérogative, si la région fait ceci, moi je veux pas, etc. Enfin, ils sont complètement noyés dans ce millefeuille, et ça, je pense qu'il faudrait réduire, peut-être pas comme le fait nos amis belges, la Belgique a fait ça, hein, le nombre des communes. Ils ont dit, une commune, c'est 5000 habitants. Alors, c'est plus concentré que la France, c'est plus petit, etc. Tu parlais des communes, pas des régions. Des communes. Une commune en Belgique, c'est 5000 habitants. Il y a 10 millions de Belges. Il y a 2000 communes, si je fais bien le calcul, à peu de choses près. Voilà. Bon, en France, on doit avoir... ça baissait de 1500 2000. Donc, il y a moins de communes maintenant. Il y en a un tout petit peu moins, mais vous avez raison, on doit être à 34 000. On doit être à 34 000. Mais voilà, regroupons des départements où ça serait plus efficace de faire ça, avec, effectivement, enlevons ces communautés de communes, etc., qui permettent juste à un certain nombre d'hommes politiques de cumuler, et puis d'avoir... quand Juppé était Premier ministre, il était patron du RPR, maire de Bordeaux, et président d'une quinzaine ou une vingtaine de sociétés d'économie mixte de la région de Bordeaux. Voilà. Michel, tu es un petit peu démago. Non. Tu es un petit peu démagogue en tout ça. Non, mais ton discours est... Lorsqu'on dit pourquoi les hommes politiques, pourquoi les partis politiques... Ton discours, c'est un peu un discours du Café du Commerce là-dessus. Sur les hommes politiques. C'est pas le problème de la France, c'est pas ce genre de choses. C'est un des problèmes, mais c'est important. C'est important. Il faut voir les communautés de communes, comment ça fonctionne. Oui, mais tout le monde le sait bien. Tout le monde, moi, mais enfin, c'est pas majeur. C'est pas majeur, ça. Ça fait partie. Ça peut être majeur. Je te laisse la parole, mais ça peut être majeur sur un point dont on n'a jamais mesuré assez les conséquences, c'est le droit qu'ont les maires d'accorder des permis de construire. Je parlais de la spéculation foncière, c'est eux qui l'encouragent. Et c'est vrai que, et ça c'est récent, les maires n'ont absolument pas la capacité de gérer des affaires foncières. Ni les maires, ni les communautés de mairie, etc. On est l'un des rares pays où ça se passe. Et donc, si je parlais de la spéculation foncière, si elle est aussi efficace et aussi développée en France, c'est grâce à ça. Et je regrette sur ce plan-là... Personne n'est d'accord pour avoir des communes de 150 habitants, ça sert à... Non, mais c'est pas la question de la commune, c'est la question de ce qui appartient, le pouvoir qui appartient. La commune, elle peut continuer à exister. Ce qui est important, c'est qu'elle n'ait pas le droit de donner des permis de construire. Quelques points simplement, soit pour relancer un peu, s'il est besoin de relancer, ou puisqu'on arrive aussi vers la fin. Les dernières interventions sont quand même majoritairement orientées vers une crise de société. Bon, et de ce point de vue, on peut dire, quel est le rôle de l'économie, je veux dire, quel est le rôle du politique, et quelles sont les possibilités d'espoir de changement pour la population. Or, cet espoir de changement, depuis la chute du mur, il n'existe plus au point de vue global. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette perspective, pour ceux qui y croyaient en tout cas, qu'il pouvait y avoir un changement de régime, etc., ou de modèle politique. Bon, ce rêve, quelquefois, pour certains, n'existe plus. Donc, quelle est l'alternative aujourd'hui pour ceux qui se considèrent comme perdants, qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, qui voient que les inégalités continuent de se creuser, ou au mieux stagnent? C'est un des mérites qu'on a accordé à Hollande. Bon, en France, bon, quel est dans ce cas le rôle de l'économie alors qu'il n'y a pas de croissance, quasiment, il n'y en a pas, il n'y a même pas d'inflation forte pour gommer les crédits et l'endettement. Donc, que peut-on offrir
y compris idéologiquement ou politiquement, quand on voit la décrépitude des partis politiques, et je dirais la faiblesse, pour être gentil, pour ne pas dire la nullité des partis politiques actuels et des dirigeants, qui n'ont aucune vue à long terme, qui pensent surtout à leur mandat ou à créer leur micro-parti. En un mot, quel est l'espoir que l'on peut donner à ces gens qui ont le sentiment d'avoir perdu et qui n'ont pas de perspective? Très juste question. Y a-t-il des propositions? Ça, le groupe de travail, on a retenu. Donc ça, c'est pas mal. Après, il faut créer des partis politiques. Il faut décider ici ce qu'il faut faire. Mais les partis politiques, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Ce que vous disiez, c'est qu'il n'y avait pas de perspective. Donc effectivement, les partis politiques vivaient quand même d'une idéologie sous-jacente qui n'existe plus. Donc de plus en plus, il y a eu un rapprochement des propositions de droite et gauche jusqu'à la fusion avec Macron. Et puis, il y a des extrêmes. Non, mais c'est surtout Moi, je ne vois pas comment... Sur les partis politiques, le gros problème, c'est que les dirigeants du parti politique ont tout fait pour les tuer. Voilà. Alors, je vais juste prendre en 20 secondes, si j'ai 20 secondes, parce que j'en ai écrit 3 pages dessus. C'est la chose suivante. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les médias. Bon. Et donc, avec l'élection présidentielle, on passait à la télé, on avait un rapport direct avec le peuple, on avait moins besoin de partis. Ensuite, grâce à Chirac et Jospin, inversion du calendrier. C'est l'élection présidentielle qui devient l'élection primaire, vraiment importante, la première. Et avant, il y avait des législatives, on avait le découplement avec le septennat, donc celui qui voulait être président, il avait quand même besoin d'avoir des députés ou des choses comme ça. Là, il passe à la télé, c'est lui qui passe d'abord, cette élection. Deuxième point, on a dit aux militants politiques, attends, t'es trop bête pour faire comment dirais-je, les programmes, la stratégie politique. Il y a Terra Nova avec tous ces énarques et tous les autres qui sont très bien et qui vont faire la stratégie. Donc tu fermes ta gueule et on fait ça. Et dernier point, dernière prérogative des militants politiques, c'était de choisir leur candidat. Bon. 2007, les primaires, Hollande noie l'ancien Parti Socialiste où les adhérents 20 €, qui venaient de un peu n'importe où et avec aucune formation politique, mais avec les mêmes droits que ceux qui étaient là depuis 10 ou 15 ans. Je crois que déjà à l'époque, les militants n'étaient pas forcément meilleurs que les gens qui venaient de l'extérieur. Hein. Oui, mais enfin, moi j'ai quand même quelques exemples où les gens qui venaient de l'extérieur, bon, enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc, le parti avait déjà perdu. On leur a dit. Voilà, et puis après, en 2012, c'était les primaires ouvertes. Si vous voulez, ce qui fait que dans les partis politiques, il n'y a plus que les élus, ceux qui sont les affidés des élus, parce que c'est les élus qui les salarient, et puis les opportunistes arrivistes qui espèrent être élus. Et puis c'est tout. Alors après, il y a quelques zozos qui croient encore à des choses, ou à des débats, des choses comme ça, mais le nombre d'adhérents des partis a été complètement... rapetissé, enfin réduit de façon colossale. Voilà. Bon, maintenant, un parti qui a 50, 60, 70 000 adhérents, ou votant dans des grands congrès, des choses comme ça, c'est bien le maximum. Bon, avant, le Parti communiste avait 800 000 adhérents, le RPR en a eu 400 ou 500 000 à un moment donné, le Parti socialiste est monté à 200, 250 000. Voilà, il n'y a plus rien. Et en plus, en termes de politique, comme je disais tout à l'heure, les hommes politiques sont de moins en moins formés. Prenez la photo du gouvernement de Mitterrand en 83 et prenez la photo du gouvernement de Hollande en 2014. Regardez la qualité des ministres, qu'on les aime ou les aime pas. Quand on avait Rocard, Fabius, Chevènement, Jospin et autres, et quand on avait, je ne les citerai pas par charité, voilà, les ministres qu'on avait là, bon, je suis désolé. Il n'y a pas photo et ça explique aussi pourquoi les gens ne s'y reconnaissent pas, que c'est des gens qui sont là pour leur carrière et pas pour faire un certain nombre de choses, ou des choses, un peu de communication de temps en temps. On essaie de se faire une petite loi qui portera son nom, où on remet dedans 2 ou 3 petits trucs, et puis c'est tout. La plupart des ministres, d'ailleurs si on ne connaît pas leur nom, c'est aussi parce que de toute façon, ils n'ont aucun impact. Ils sont aussi empêchés d'avoir un impact.
Ah ben alors ça, après, oui, parce que le pouvoir est très, le pouvoir est de plus en plus concentré. Ça, il y a un discrédit aussi de la politique et des politiques. Ben, c'est de leur faute. Ouais, mais je crois que je sais pas. Avec toutes les élections et avec tous les trucs de. Attends, quand on met. Mais attends, alors je suis désolé. Quand on met comme ministre du budget en charge des impôts un fraudeur fiscal ou quelqu'un qui a une phobie administrative, alors que celui qui avait la phobie administrative, quand même, le troisième personnage de l'État, Barthelone, avait dit celui-là, c'est un des meilleurs de sa génération au PS. Bon, voilà, non mais attendez, c'est ça. De même, à la tête de la Commission européenne, un peu de polémique, lorsqu'on met celui qui a transformé son pays en principal paradis fiscal de l'Europe, c'est pas étonnant qu'on ait la politique qu'on a et pas une autre. Mais bon, ça c'est... Bon, il y a sans doute, on a du bon réunion. Non mais tu peux nous avoir un peu de pour les idées d'avenir. L'autre jour, j'ai coupé le son, j'ai coupé la télévision, j'ai vu pas supporter ça. Donc, je ne sais pas si on va peut-être pas s'arrêter complètement sur ce point un peu désespérant. Il y a une réalité, il y a une réalité en effet d'un certain dépérissement des partis politiques et d'une vie politique qui n'est pas propre d'ailleurs à la France. Des syndicats aussi, mais ça c'est peut-être plus propre à la France, hein, parce que dans d'autres pays, notamment en Allemagne, les syndicats restent puissants. C'est vrai aussi. Ils ont des missions différentes. Oui, mais justement, justement. Donc, en effet, on a vu apparaître, c'est pas propre à la France, on a vu apparaître dans d'autres pays, que ce soit en Italie ou en Espagne, des partis qui sont en fait des mouvements, qui ne sont pas des partis d'origine, qui ne sont pas des partis anciens, mais qui sont des partis qui ont d'abord été des mouvements populaires et puis qui ont émergé comme partis, comme Podemos, Syriza, 5 étoiles et autres. 5 étoiles, ouais. Et c'est aussi... c'est à la fois... Moi, je trouve qu'il faut le prendre comme... peut-être comme quelque chose de triste et de décevant, mais aussi comme une forme d'expression démocratique. C'est-à-dire que dans ces pays-là, les partis traditionnels ne remplissant plus pour les citoyens le rôle qu'ils auraient dû remplir, les citoyens se sont organisés, des citoyens se sont organisés en mouvement et ont créé d'autres partis dont la légitimité n'est pas forcément mauvaise. Et certaines idées de ces partis sont d'ailleurs assez intéressantes. L'Espagne ou même la Grèce. Ouais. Donc je trouve, ou le Portugal. Donc il y a au bout une menace de populisme. Alors oui, mais dans toutes ces circonstances-là, ça peut aller d'un bon côté, comme ça peut aller d'un mauvais côté. En Grèce, Syriza n'est pas allé du mauvais côté, jusqu'à preuve du contraire. Podemos non plus, au Portugal non plus. On peut espérer que ces mouvements-là n'aillent pas forcément du côté populiste, surtout que le côté populiste, c'est surtout des mouvements nationalistes, hein, plus que... Oui, mais c'est des mouvements plutôt populistes et nationalistes. Si tu permets, dans des exemples, il y a beaucoup de sociétés où c'est la proportionnelle. La loi est une proportionnelle forte, voire intégrale. Alors qu'en France, on n'est pas du tout sur ce système. Oui, mais on a des mouvements qui ont émergé de la même façon. Le mouvement En Marche, c'est un mouvement de même nature. De même nature. Donc c'est ça. Et moi, on peut le voir de manière négative, donc, comme dépérissement des partis, mais on peut le voir aussi de manière positive comme étant une revendication citoyenne d'une autre façon de faire la politique, d'une façon plus directe. Ces mouvements-là ont quand même des formations plus directes à la citoyenneté. Ça prouve bien que les partis traditionnels ont échoué de ce point de vue-là. Donc, moi je crois qu'il faut être peut-être négatif, mais il faut être aussi peut-être positif et voir dans ces mouvements-là quelque chose de positif, c'est-à-dire une revendication citoyenne, même chez les Gilets jaunes. Il y a une revendication citoyenne qui est forte, qui est plutôt juste,
alors qu'elle soit ensuite récupérée, manipulée, ça c'est autre chose, mais n'empêche qu'elle est juste et qu'elle correspond à un besoin réel. Bon. Effectivement, dans la Ligue en Italie, il n'y a pas oui, la Ligue aussi, bien sûr, la Ligue. Oui. C'est peut-être une opportunité pour le pays quand même. Si on s'en sort bien, il y a peut-être, ou relativement bien, une opportunité de changement. Peut-être. Donc sur ce plan, apparemment, il y aurait aussi une discussion à faire sur la démocratie et les partis politiques. Bon, de toute façon, on devrait en parler à la fin de l'année dans notre séance sur la démocratie. Je retiens aussi de cette soirée je retiens aussi, je vais essayer d'aller assez vite. Claude qui voudrait dire quelque chose. Oui. Oui, donc c'était une suggestion parce que moi j'étais assez sensible à tout ce qui s'est dit sur la question de l'égalité républicaine. Oui, moi aussi. Et tout ce qui se dit là sur la fracture sociale, le fait que ce sont plus les classes traditionnelles, c'est territorial, on ne sait pas comment tout ça est réparti, comment l'argent public profite de la même manière à tout le monde. Ça, c'est un vaste mystère, hein. C'est compliqué à penser. Est-ce que l'égalité, c'est autant pour chacun, individuellement, ou alors autant pour un territoire que pour un autre, quelle que soit la surface du territoire? On n'a aucune notion. Moi, j'ai essayé de chercher, parce que quand je les ai entendus dire qu'ils payaient autant d'impôts que tout le monde et ils ne bénéficiaient pas des mêmes services, par exemple le service public, c'est une injustice folle pour eux. Pourquoi paye-t-on pour des postes qu'on n'a pas, pour des transports qu'on n'a pas, etc. Et comment on peut penser une égalité qui tienne compte justement de la non-nécessité d'une maternité dans un territoire où il y a 2 mondes, par exemple? Comment on va compenser ce sentiment d'inégalité ou d'injustice? Je ne sais pas du tout. Moi, j'aimerais bien qu'on ait la possibilité de penser cette question de la justice sociale qui rejoint la justice fiscale. Et on a le même problème. J'ai un peu travaillé là-dessus sur l'université, les frais de scolarité à l'université. C'est une vaste hypocrisie tout ça. Il faudrait qu'il n'y ait pas de frais de scolarité pour personne. Or, les meilleures universités sont ultra payantes, ultra riches. Mais le peuple dit ceux qui s'expriment là-dessus disent qu'il ne faut pas pénaliser les étrangers, les pauvres, etc. Et alors, on enrichit les riches, puisque eux, ils vont faire des très bonnes études, avec des bons professeurs et un encadrement. Et ça, c'est pas pensé du tout. Il y a des choses au niveau de l'égalité, cette fameuse égalité républicaine, c'est un grand mot, mais ça n'a jamais été vraiment pensé avec l'évolution de la société. Et moi, je pense que c'est... Alors, c'est un peu théorique, bien sûr. Non, c'est pas des propositions. Mais c'est vrai. Non, mais c'est ce que j'ai ressenti pendant toute la crise. Il y a une revendication d'égalité. Oui. D'autres bénéficient. En particulier, on dit de la mondialisation. C'est quoi bénéficier de la mondialisation? Il faut savoir. Ça veut dire que leurs enfants, ils peuvent aller faire leurs études à London School ou à Columbia ou à Harvard. Je leur dis, mais vous payez très cher pour envoyer vos enfants là-bas. Ah oui, mais ils peuvent bénéficier de la mondialisation. Mais le gars de Montluçon, le fils de chômeur, il ne profitera jamais. Y compris en France. Et en France, il sera dans des universités que j'appelle critères pour en avoir. C'est combien la scolarité à HEC? Où effectivement, il y a 15-18 000 euros par an. 15-18 000 euros. La scolarité, pas le logement, pas l'hébergement, pas la nourriture. Oui. Et les femmes, c'est moins. Il y a les gagnants de la mondialisation et les perdants. Les gagnants, ils gagnent quoi? Ils gagnent la possibilité
faire des bonnes études dans les bonnes universités ou à l'étranger, et quoi d'autre? Vous pourrez lister tout ça. Et les autres, ils perdent. Je crois que les gagnants, ils ont la liberté de faire à peu près ce qu'ils veulent, alors que les perdants, ils n'ont pas la liberté. Je crois que c'est aussi une question de liberté. De liberté et d'égalité. Liberté et égalité sont en balance. Et alors, ceux qui sont plus égaux que les autres, ils ont plus de liberté. C'est un peu vrai, ça. Je crois que c'est un gros problème. Je ne sais pas comment on pourrait le travailler, parce que ça, c'est effectivement une question... Dans le groupe de travail, ça peut faire partie des... Oui, mais il faudrait qu'on... C'est la question de la représentation, simplement. Comment représenter déjà dessus. Non, mais justement, ça fait partie... Parce qu'il n'y a pas eu le temps de développer, mais ça fait partie des choses que je pense qu'il faudrait permettre de voir. Parce que... C'est presque sur les institutions, il y a beaucoup. Non, c'est pas seulement philosophique, parce que beaucoup d'études ont montré récemment que le modèle français était plus égalitaire après redistribution que la plupart des autres pays en Europe, mais par contre qu'il l'était beaucoup moins avant redistribution. Oui, ce qui compte, c'est après, quand même, c'est la redistribution. Oui et non, justement, on peut se poser la question. On peut se poser la question. C'est-à-dire qu'on pourrait prévoir un autre modèle économique qui permette que les inégalités soient déjà moins importantes au départ. Or ça, c'est pas du tout fait en France. La redistribution, la solidarité, etc., c'est qu'ils ont le sentiment que eux payent pour la redistribution, parce que cette redistribution, elle va aux plus pauvres. Et comme on l'a dit, là, on a un mouvement de classe moyenne. Comme j'ai adoré l'expression, on a une gilet jaune là, qui dit on est classe moyenne, enfin. Petit moyen. C'est extraordinaire. Mais la classe moyenne, les radicaux qui ont établi la République, c'est les petits moyens. Les petits moyens, c'est ceux qui ont des petits moyens. Mais quand on distribue vers les 100 moyens. Donc eux encore, ils payent pour eux. Et ça, ils le sentent très fort. C'est-à-dire les banlieues là, qui se portent pas si mal en ce moment, jusqu'à quand on ne sait pas, elles bénéficient de la redistribution. Et ceux-là, les petits moyens, ils payent pour la solidarité et ils n'ont pas les bénéfices de cette répartition. Il y a tout ça qu'il faut arriver à comprendre. Il paraît que le dernier bouquin du sondeur va commencer. Fourquet. Oui, il paraît qu'il est bien. J'ai vu Jérôme Fourquet hier. Si vous voulez, on pourrait lui demander de venir. J'ai vu. Ah, tu l'avais rencontré. Parler de son bouquin. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui l'a trouvé très bien. Parce que le problème, c'est d'analyser. Comprendre ce sentiment. L'archipel français. Il faut ça vient de paraître. Là, les différents territoires, leurs caractéristiques, et pourquoi là, on se sent lésé, oublié, là, on ne se sent pas. Il y a des dynamiques territoriales aussi, il y a plein de choses. Et semble-t-il, ça nous change la périphérie, le centre de la périphérie, les fractures, etc. Là, c'est l'archipel, c'est bien. Ah non, l'archipel, c'est les grandes métropoles. Non, pas du tout. Ah bon, parce que j'ai vu son... Pas uniquement. J'ai vu ses cartes. Et il y a quand même, essentiellement, les points d'ancrage de l'archipel, c'est les grandes métropoles. Oui, les grandes métropoles, c'est un système français, donc ça existe. Mais l'archipel français, c'est pas uniquement les villes, les métropoles, c'est aussi les différentes fractures. Il appelle ça d'ailleurs un millefeuille. C'est-à-dire non plus, il fait la contradiction ou l'opposition entre les silos, c'est-à-dire les sociétés en silos, les catholiques, les communistes, les centristes, ça fait des silos qui sont là et puis qui passent leur temps à se bagarrer. Et il dit maintenant on est dans un monde en millefeuille. Et donc les archipels sont là-dedans, dans les millefeuilles. Alors bien sûr, il y a les métropoles, mais il y a aussi les petites villes de province, il y a les cantons ruraux, tout ça, ça participe à l'archipel. C'est pas uniquement les métropoles. Et il distingue un certain nombre de catégories. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant, mais on pourrait... Bon, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte, notamment la façon un peu pessimiste qu'il donne de l'image de la France à partir de cet archipel-là. Non, mais on peut toujours donner une image pessimiste, mais c'est vrai qu'en France,
ça aide beaucoup de donner une image pessimiste pour vendre des idées. Mais je pense que, par ailleurs, il est assez réaliste et il va assez loin dans l'analyse. Donc c'est assez intéressant. Si vous voulez, on pourrait lui demander de venir. Quelle est sa spécialité? C'est un politologue et sondeur. Il est directeur des études politiques de l'histoire. Donc c'est encore un politologue. Non mais ça veut dire que... Là, il montre justement qu'il y a un décor. Il n'est pas forcément pour. Hein. Ouais. Alors, je voulais quand même... Je vous remercie tous d'être venus. 2 minutes. Je vous remercie tous d'être venus. Je ne sais pas ce qu'on va faire de cette discussion à bâton rompu. On pourrait peut-être en faire un extrait sec des principales idées qui ont été émises. Si, c'est toujours possible, c'est du travail, c'est tout. Tout dépend de savoir si on a envie de travailler. Tout dépend de savoir si on a envie de travailler là-dessus ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une prochaine réunion qui a lieu le 21 mars. Ce ne sera pas ici, ce sera à Récamier, sur les pays de l'Est et l'Eurasie. C'est Jean-Pierre Paget qui est là et Jean Vercueil qui le feront. Et le 3 avril, ce sera de nouveau ici, sur une histoire de la République en France, qui est une façon assez originale de présenter l'histoire de la République en France. Voilà.